Chapitre 20. Le mois de septembre s'achevait comme il avait commencé. Des nappes de brouillard avaient envahi la capitale britannique, rendant la circulation très difficile. Comme d'ordinaire, les autorités médicales demandèrent à la population de rester chez elle afin d'éviter des affections pulmonaires. Whitechapel était quadrillé par d'abondantes forces de police, dont la présence rassurait les habitants du quartier. Ceux-ci, néanmoins, s'étaient barricadés dans leur modeste demeure, attendant que cette journée fatigante se fût écoulée, écartant le spectre de Jack l'Éventreur. Les dames de petite vertu regrettaient ces heures perdues. N'étant pas employées de l'État, elles ne pouvaient compter que sur elles-mêmes pour assurer leur subsistance. C'était notamment le cas de deux amies, Emily et Anna, qui habitaient ensemble dans une petite maison à un étage. Quand on frappa à la porte, au milieu de l'après-midi, Emily regarda par l'œilleton. « Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Si on pouvait se voir un petit moment, comme vous êtes inoccupés, aujourd'hui j'ai pensé. » Emily hésita. « Après tout, pourquoi pas? Ça nous distraira. » La jeune femme ouvrit la porte. « Ton amie Anna est là? Bien sûr, elle dort au premier. Ils nous ennuient avec leur histoire d'éventreurs. Tout ça, c'est une invention pour nous empêcher de travailler. Assieds-toi, je vais faire du thé. » Émilie n'atteignit jamais la cuisine. Deux mains puissantes se refermèrent sur son cou. Quand elle fut morte, l'assassin la regarda avec dégoût. Il n'était pas venu pour elle, mais pour son amie. Il se contenta donc de la mutiler sommairement, par simple hargne. Puis il monta lentement l'escalier qui menait au premier étage. Puisque la police était dehors, il avait tout son temps. Ensuite, il repartirait par les toits. Une fois encore, le brouillard serait son allié. L'assassin ouvrit la porte de la chambre. Anna se réveilla. Le reconnaissant, elle lui sourit. Quand la lettre signée Jack l'Éventreur lui fut remise, Scott pressentit une catastrophe. Le texte était bref. Encore un message de l'enfer. « Attrape-moi si tu peux ». Higgins n'apporta aucun réconfort à son collègue. Pourtant, les forces de police n'avaient interpellé aucun suspect. Aucun cadavre dans les rues de Whitechapel, demeuré quartier mort toute la journée du 30. Le double meurtre ne fut découvert que le lendemain matin. La bouteille de lait déposée devant la maison d'Emily et d'Anna n'avait pas été ramassée. Lorsqu'un policier, alerté par les voisins, pénétra dans la demeure, il découvrit le cadavre d'Emily. L'horrible spectacle lui souleva le cœur. Mais quand il monta au premier étage, il tourna de l'œil. Aucun être humain, doté d'un minimum de sensibilité, n'aurait pu supporter la vision d'un tel carnage. C'est atroce, Higgins, inimaginable. Cet assassin est le pire des monstres. Je n'ose pas vous montrer les photographies. Les victimes ont été découpées en morceaux. Comment peut-on? Le superintendant était au bord de la dépression. Higgins lui versa un second verre du mauvais. Whisky qu'il cachait dans son bureau et qu'il avait sorti d'un tiroir, au mépris des convenances. Comment réagit le grand patron du Yard? Grâce aux précautions que vous m'avez recommandé de prendre. Il ne peut me charger. Il est aussi responsable que moi. Nous sommes obligés de nous serrer les coudes. Merci d'avoir sauvé ma carrière, Higgins. L'intrusion d'un planton interrompit la conversation des deux hommes. Des rapports très urgents, superintendant, de la part des hommes chargés de la surveillance. Après quelques minutes de lecture, Scott Marlowe se servit lui-même un troisième whisky. C'est épouvantable, Higgins. Par Saint-Georges, qu'est devenu le Yard? Le superintendant frappa du poing sur la table. D'autres mauvaises nouvelles? Interrogea Higgins. À peine croyable. D'après ces rapports, 3 des suspects qui étaient surveillés par la police ont quitté leur domicile le 30 septembre. C'est un scandale, Higgins. Un insupportable scandale. Certes, mais un scandale qui pourrait nous livrer le nom de l'assassin. Reprenons chacun de ces rapports et vérifions les faits. Il y a au moins un personnage hors de cause, Sir William Jameson. Même pas, précisa Marlowe. La clinique a envoyé un message, le chirurgien s'est échappé. Higgins et Marlowe se rendirent sur le champ à la clinique psychiatrique de Highgate. L'un et l'autre étaient d'une humeur massacrante. Le nouveau Jack l'Éventreur
respectant le calendrier morbide de son sinistre modèle, venait d'assassiner et de mutiler 4 femmes au nez et à la barbe du yard. Le prochain rendez-vous était fixé au 9 novembre. Le prochain et le dernier quart, après son 5e meurtre, Jack l'Éventreur s'était évanoui dans les brumes de Whitechapel. À la clinique de Highgate, les psychiatres et le personnel soignant étaient sans dessus-dessous. Ils n'avaient plus leur tête à eux tant l'événement les perturbait. C'était la première fois qu'un malade s'enfuyait d'un établissement dont la réputation était excellente. Higgins remonta le moral du chef de clinique qui, malgré une dose élevée de calmant, paraissait nerveux. « Nous avons fouillé la clinique. Pas trace de Sir William. Pourquoi s'est-il comporté ainsi? Disparaître de ma clinique. Quelle folie! Quand avez-vous constaté son absence? Le 30 au matin. Pour Scott Marlowe, la culpabilité du chirurgien ne faisait plus le moindre doute. Les meurtres qu'il avait commis avaient ébranlé le peu de raison qui lui restait. Sa fréquentation des femmes légères avait abouti à un désastre familial dont il ne s'était jamais remis. Il s'était érigé en vengeur impitoyable, s'acharnant à mutiler celles qui l'avaient empêché de devenir père. Des bas pour les étrangler, des scalpels pour les tuer, les connaissances anatomiques nécessaires pour les mutiler, un mobile décisif et des indices convergents. Que fallait-il de plus? L'ex-inspecteur-chef partageait ses pensées. Annabella n'avait-elle pas révélé que le chirurgien, violent et emporté, avait frappé une prostituée avant de simuler un retour à une meilleure conduite? Sir William Jameson a-t-il laissé un message? Rien, mais il s'est habillé avec ses propres vêtements, que nous avions rangés dans l'armoire de sa chambre. Avez-vous exploré le parc? Non, nous sommes tellement choqués. Commençons par là, proposa Higgins. Une dizaine de policiers entamèrent les recherches. Ce fut Scott Marlowe qui découvrit le corps du suspect. Sir William était étendu sur le dos, sous les branches basses d'un arbre, le visage marqué de plusieurs petites blessures. Le chirurgien respirait. Le superintendant le secoua aussi respectueusement que possible. « Où suis-je » demanda le chirurgien, ouvrant des yeux égarés. « Dans le parc de la clinique » répondit Higgins, qui venait d'arriver sur place. Sir William se redressa. « Ah oui, je me souviens. Je me sens beaucoup mieux. Je crois même que je suis guéri. Êtes-vous venu seul ici? » « Oui, bien sûr. Je me souviens parfaitement. J'ai traversé une mauvaise passe, c'est vrai. J'ai eu besoin d'air, j'ai couru droit devant moi, comme aveugle. Des branchages m'ont griffé le visage. J'ai heurté quelque chose et je me suis évanoui. « Ne seriez-vous pas allé à Whitechapel » interrogea le superintendant. « Moi? Mais pourquoi donc ?» Sir William Jameson se leva et ôta la terre qui maculait ses vêtements. « Je désire rentrer immédiatement chez moi. Ma femme doit s'inquiéter. » Le superintendant était persuadé que les blessures dont souffrait le chirurgien lui avaient été infligées par les 2 malheureuses, victimes assassinées à Whitechapel. Trop superficiel, y avait jugé Higgins. Le chirurgien avait regagné son domicile dans une voiture banalisée. Plusieurs policiers, dûment sermonnés par le superintendant, furent chargés d'une surveillance permanente. Les 2 hommes se rendirent de Highgate à l'atelier du peintre où Walter Milford avait été interpellé, au moment où il rentrait chez lui, par les policiers en faction, vexés et furieux de s'être laissés berner. Ils précisèrent à Marlowe et à Higgins que l'artiste, passablement éméché, avait regagné son domicile au petit matin. « Quand êtes-vous sorti de votre atelier et comment? Avez-vous procédé pour échapper à notre surveillance ?» demanda Marlowe sévère. Le peintre roux, au visage parsemé de taches de son, fut stupéfait par la question. « Votre surveillance? Je ne m'en suis même pas aperçu. Je ne voulais échapper à personne. Comme chaque jour, je suis passé par l'arrière-cour. C'est plus rapide. Et je rentre toujours par la porte qui donne sur la rue. La date et l'heure? Voyons, j'ai quitté mon atelier hier matin. Je suis allé déjeuner d'un sandwich, dans les docks. Et j'ai peint un clochard dans le brouillard. Vous voulez voir? » « Bien sûr, répondit Higgins. La toile n'était encore qu'une simple esquisse, dessinée à grands traits. « Ce n'est pas bon, avoua le peintre. Où avez-vous passé la nuit du 30 septembre au 1er octobre? Et pourquoi rentrer chez vous à l'aube? Une vieille habitude.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, j'aime marcher et boire de la bière. J'ai besoin de peu de sommeil et je préfère dormir l'après-midi. « Pourriez-vous aller à Whitechapel ?» demanda le superintendant incisif. « Hélas, non. Je comptais bien m'y rendre, mais avec ce brouillard, je n'avais aucune chance de croiser mes modèles habituels. » Higgins erra quelques minutes dans l'atelier. Marlowe sermonna l'artiste. Puis les deux hommes partirent pour Whitechapel, afin d'interroger le troisième suspect, qui était passé au travers des mailles du filet tendu par Scotland Yard. Martha Sidwell était assise sur une chaise paillée, les mains posées à plat sur sa robe brune. Selon ses déclarations, elle avait quitté son domicile en utilisant une porte apparemment condamnée, le 30 dans la matinée, pour y revenir le 1er octobre dans la matinée. Elle avait une intervention urgente à accomplir. Qui l'avait prévenu? Un gamin qui avait glissé un billet sous la porte. « Avez-vous conservé ce document ?» demanda Higgins. « Bien sûr que non. Il faudrait être folle. Qu'y avait-il décrit? Pas un poème, un nom et une adresse. Je n'allais quand même pas me laisser, dans la détresse, une pauvre fille, qui ne voulait pas avoir d'enfant. Avec un rejeton, c'était encore plus de misère. Avez-vous sciemment échappé à la police? Interrogea Scott Marlowe. J'avais bien repéré vos guetteurs. Ils n'étaient pas très discrets. J'ai pris l'habitude de circuler dans Whitechapel sans être repéré. Comment s'appelle votre cliente? Martha. C'est une gosse de 18 ans. Allez la voir et interrogez-la. Elle ne vous dira rien, sinon qu'elle a fait une fausse couche, par accident. Il y a une loi dans ce quartier. Je vous en prie, Madame Sidwell, s'exclama Scott Marlowe, scandalisé. À cause de cette loi, remarqua Higgins, vous ne possédez donc aucun alibi. Un alibi, pourquoi? S'étonna l'avorteuse. Le Yard avait instamment prié les journaux de différer, autant que possible, la nouvelle du double meurtre. Mais la rumeur avait déjà circulé. Vous n'êtes donc au courant de rien? Pour se renseigner, il faudrait sortir. Vos gardes chiourmes me retiennent ici, comme si j'étais une criminelle. C'était bien l'impression ressentie par Scott Marlowe. Celle qu'on surnommait le vautour devenait de plus en plus suspecte à ses yeux. Il n'eut pourtant pas le temps de la presser davantage dans ses retranchements, car on lui porta 4 messages qui le menèrent au bord de l'apoplexie. Le rabbin Eliphas venait d'être découvert dans une église anglicane de Commercial Street, terré sous une chaise. Le prêtre, devant son refus de sortir de sa cachette, avait dû faire appel à la police. Sergei Sitachenko venait d'être arrêté en plein cœur de Whitechapel, où il tentait de défoncer, à coups de poing, la porte d'une dame de petite vertu qui refusait de le recevoir. Alertés par ses cris, les voisins avaient appelé la police. Le maître d'hôtel de Lord Kiber-Rennick, fort inquiet, avait appelé le Yard pour signaler la disparition du duc, lequel avait quitté son hôtel particulier le 30 septembre au matin et n'était pas revenu, pour le grand dîner qu'il devait présider. Un avis de recherche avait été lancé. Quant à Montagu Fitward, selon la constatation de sa secrétaire, il avait tout simplement disparu.